Bonjour et bienvenue sur Décryptage. Nous recevons M. Jean-Luc Mataski, le directeur par intérim du Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. C'est notre invité de ce jour. Il nous entretient sur les défis de la diversification de l'économie promue au sein de la sous-région Afrique centrale sur la période 2020-2030. Bonjour monsieur et bienvenue sur Décryptage. La décennie de la diversification économique en Afrique centrale a été lancée en 2020. Cette initiative portée par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies présente l'amélioration de la gouvernance comme l'un des piliers de la transformation de la sous-région. Un an après, des avancées significatives ont-elles été notées dans ce sens? Un certain nombre de pays ont finalisé les stratégies de diversification, d'industrialisation et diversification économique parce que pour nous, la diversification économique doit être portée par l'industrialisation. Et plus récemment, pendant cette année ici, on peut citer le cas du Cameroun qui est en train de relire son PDI, son plan de directeur d'industrialisation, et essayer de l'aligner à ces nouveaux concepts de la diversification économique. Le Congo, la RDC, a finalisé son plan directeur d'industrialisation aussi et se lance aujourd'hui dans des réflexions sur la mise en œuvre. Le Tchad, qui a été des premiers, avec notre accompagnement, à élaborer son plan directeur d'industrialisation et de diversification économique, l'a finalisé et nous sommes en train, en collaboration avec le gouvernement aujourd'hui, de réfléchir sur les stratégies idoines et les partenariats stratégiques vers une mise en œuvre réelle de ce plan. Et donc, nous sommes en train de passer au courant de cette année et celles qui vont venir, évidemment, des idées vers l'action, comme on dit chez nous, from idea to action. Le changement transformationnel des sociétés d'Afrique centrale a également été identifié comme un préalable nécessaire à l'amélioration, à la diversification économique de cette zone du continent. Pouvez-vous clairement nous expliquer le lien entre ces deux entités ainsi que l'incidence de l'une sur l'autre? La théorie du changement qu'ils sont en train de promouvoir, c'est de dire aux pays de la sous-région, de dire à la sous-région qu'on gagnerait mieux à transformer nos matières premières sur place, ce qui nous permettrait évidemment de pouvoir promouvoir l'industrie et de pouvoir créer des emplois pour cette population jeune qui ne demande que ça. Deuxième élément, la transformation de nos matières premières sur place, non seulement qu'elle nous permet d'absorber la masse des chômeurs, surtout les chômeurs jeunes qu'il y a dans nos pays, mais il nous permet aussi de pouvoir nous placer sur des niveaux plus élevés des échanges intra-régionaux. Parce que l'Afrique centrale, de toutes les sous-régions africaines, présente la part du commerce intra-régional la plus faible. Nous voulons donc qu'il y ait ce changement-là, que nous puissions commencer davantage à commercer entre nous. Le poids des procédures administratives est pointé du doigt. Des experts estiment qu'elles sont responsables du ralentissement du processus de diversification de l'économie en Afrique centrale. Que pensez-vous de ce contraste dressé par certains économistes africains? Les procédures bureaucratiques sont l'une des composantes des contraintes qui affectent ce découragement ou cette faible attraction de l'investissement dans certains pays. Et l'adresser, c'est d'abord faciliter l'investissement. Faciliter l'investissement, beaucoup de pays, à travers les zones économiques spéciales, mettent en place les guichets uniques. Ces guichets uniques qui permettent finalement de raccourcir la période nécessaire pour créer et mettre en place une entreprise dans nos pays. C'est une composante essentielle du doing business, du climat des affaires. La question d'accès au foncier, lorsqu'on veut s'établir dans la sous-région, on devrait donc réfléchir sur comment rendre la procédure beaucoup plus agile pour que celui qui veut investir chez nous puisse avoir accès à la terre très rapidement. Les accès à la connexion au réseau électrique, allons ainsi de suite, doivent aussi être rendus rapides afin que ceux qui viennent chez nous, ils ne trouvent pas beaucoup de difficultés pour pouvoir non seulement accès aux ressources, pour pouvoir avoir accès aux ressources, mais aussi pour avoir accès aux autorisations pour fonctionner. Toujours de l'opinion des économistes, notamment ceux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les gouvernements ne peuvent pas à eux seuls réaliser la diversification de l'économie sous-régionale. Quelle solution leur propose la CEA pour les accompagner dans cette quête-là? Il est très clair aujourd'hui que le moteur de la croissance, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui investit. C'est le secteur privé qui crée les industries et qui investit. Le rôle de l'État
évidemment, c'est de les accompagner et de mettre en place l'écosystème nécessaire, ces infrastructures à externalité dont nous avons parlé, faciliter le climat des affaires, mais le secteur privé est celui qui produit, qui innove et qui met en place des systèmes compétitifs. Il faut donc que beaucoup plus d'espace soit laissé aux acteurs privés pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils exploitent les opportunités et les avantages comparatifs dont regorge notre sous-région. Et ici, à la CEA, notre approche a toujours été de promouvoir ces partenariats publics et privés, amener l'État d'abord à mettre en place de façon efficiente et permanente ces dialogues avec le secteur privé pour essayer de comprendre quelles sont les contraintes liées à celui-ci par rapport au processus d'investissement et de développement. Monsieur Mataski, la libre circulation des compétences est un aspect peu évoqué lorsqu'on parle de développement et inclusion économique en Afrique. Cette modalité est-elle prise en compte dans le déploiement de la décennie de la diversification économique en Afrique centrale? Quels efforts sont fournis dans ce sens au sein de la sous-région dans le contexte économique actuel? La décennie de la diversification économique a été lancée durant notre 36e session du CIE, c'est-à-dire c'était en novembre de l'année passée. Et le thème de cette session-là, c'était sur le développement des compétences pour la diversification économique et l'industrialisation en Afrique centrale. Et donc, déjà, le concept est pris en compte. Nous avons discuté avec les États pendant cette session-là sur le rôle de développement des compétences et de la mobilisation et de l'utilisation efficiente de nos compétences. Et parmi les points soulignés, c'était cette mobilité des compétences au niveau sous-régional qui va déjà de la promotion de l'harmonisation de systèmes de formation afin que celui qu'on appelle architecte en RCA à Bangui équivalent à celui qu'on appelle architecte à Yaoundé et en N'Djamena. Et donc, il faut d'abord aligner les systèmes de formation, certifier les compétences. À l'horizon 2020, à supposer que la décennie de la diversification économique en Afrique centrale soit un franc succès, quels sont pour vous les secteurs les plus dynamiques et susceptibles de porter la croissance de l'Afrique centrale? Oui, la sous-région est caractérisée par des importations alimentaires massives. La facture des importations alimentaires, la facture alimentaire comme on l'appelle, sur la balance commerciale, la balance de paiement est énorme. Voici donc un premier secteur qui pourrait bénéficier de la zone de libre-échange continentale à travers, évidemment, la transformation et le développement des chaînes de valeur agricoles qui donnerait de la valeur à nos produits et permettrait de les échanger entre nous. Il y a donc un vaste marché pour les produits alimentaires transformés. Nourrir les villes, les mégapoles comme Kinshasa et d'autres offre des opportunités énormes pour le secteur agricole, mais la nature des biens dont on a besoin ici, c'est des biens transformés, des biens à valeur ajoutée. Le riz du Cameroun, le lait du Rwanda, les concentrés de tomates du Nigeria auront un marché beaucoup plus attractif et large dans le cadre de la zone de libre-échange. Un autre produit qui pourrait bénéficier de cette ouverture de marché, c'est la plupart de nos services et les services modernes à travers la promotion de cette économie digitale ou numérique. Ça dépend de l'aspect qu'on prend. Avec la multitude des startups, les services modernes à productivité pourraient aussi en bénéficier. Aujourd'hui, le taux de pénétration de e-commerce est en train de croître et offre des possibilités et montre un potentiel énorme lorsque il sera beaucoup plus facile de voir les biens d'un pays à l'autre. Et donc, cette économie, le numérique pourra bien en bénéficier. Étant donné que c'est un secteur qui est porté par beaucoup de jeunes, on peut être certain qu'il offre des perspectives d'emploi pour beaucoup de nos jeunes. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.